une sortie, c'est signé Cooler Master, c'est un boîtier, vous l'avez devant les yeux, gros design, boîtier grand format positionné sur le haut de gamme, 450 €. On a ici un boîtier regorgeant de fonctionnalités, aussi bien au niveau du rétroéclairage qu'au niveau de la ventilation, on va regarder ça. On a également une architecture qui est hautement modulaire et qui est capable de s'adapter à différents besoins, et de base elle est compartimentée. Ce que je vous propose au niveau de la vidéo, c'est qu'on fasse un petit tour d'horizon de ces grands points, de ces grandes caractéristiques. On ne pourra pas tout détailler parce que là sinon ça va durer, à mon avis, plusieurs dizaines de minutes. On regardera également certains résultats au niveau de ses performances, aussi bien au niveau refroidissement qu'au niveau silence. Allez, on attaque tout de suite. Ce boîtier se nomme le Cosmos C700M, il sort aujourd'hui. Allez, on se retrouve juste après ça. Assurer les performances de son PC passe par le choix de composants de qualité, comme cette alimentation Masterwatt de Cooler Master. Sa gestion semi-modulière des câbles simplifie le montage et améliore le passage de l'air. Sa certification 80+ bronze garantit un rendement élevé, de quoi faire la chasse au gaspillage énergétique. Sa ventilation, capable de se mettre totalement à l'arrêt, la rend inaudible à faible charge. Pour une mise à niveau de son PC ou une nouvelle configuration, cette Masterwatt de Cooler Master est disponible en plusieurs puissances à partir de 50 €. Donc le voici, ce C700M de la gamme Cosmos. Le design est connu, par contre il évolue, il se modernise, il est inspiré du C700P qui a été lancé il y a quelques mois et surtout reprend l'ADN du Cosmos, si vous êtes amoureux ou fan de cette marque qui a été lancée il y a déjà plusieurs années. Donc au niveau de ce boîtier, on est sur un format dit grande tour, donc c'est vraiment imposant. Alors je vais peut-être juste me reculer pour vous montrer, j'ai quand même un écran 24 pouces sur le côté gauche, là on voit quand même que le boîtier réclame de la place. Au niveau de son poids, 24 kg, rien qu'à vide, et au niveau dimension, on est sur du 650 par 306 et par 651. On va peut-être parler donc du design. Je vous l'ai mis ici en rétroéclairage rouge. Donc on a un RGB qui est positionné en externe, qui va parcourir donc toute la profondeur du boîtier sur le bas, mais également sur le haut, et qui va se prolonger sur la face avant. Donc c'est clairement visible. On a également un panneau de contrôle, on va regarder ça dans quelques petites minutes. On a sur la face avant et de manière générale au niveau du boîtier un mariage de plusieurs matériaux qui s'emmêlent les uns dans les autres. Ici on va avoir droit à de l'aluminium brossé qu'on retrouve donc sur la face avant, mais également sur tout le haut, et qui permet également sur le haut de proposer une grille d'aération. On a du plastique mettant en avant, donc finition plutôt aluminium, mettant en avant du métal mèche à droite et à gauche, qui va permettre donc aux trois ventilateurs avant de pouvoir respirer. On retrouve également donc cet ADN Cosmos avec ces poignées sur le haut permettant de pouvoir transporter, alors c'est un grand nom, on va dire pouvoir bouger un peu plus facilement le boîtier, et ce même système de poignée se retrouve sur le bas afin de proposer une assise imposante. On retrouve également toujours cette marque de fabrique Cosmos avec en latéral des panneaux légèrement courbés, donc là on a le droit à du verre trempé sur le côté gauche que vous avez ici, et on retrouve de l'autre côté donc du métal plus classique, et le tout vient se fermer au niveau de la face avant. Au niveau de la connectique, tout est placé sur le haut. On va retrouver donc, si on part de la gauche pour aller jusqu'à la droite, deux ports USB 3.0. On a un port 3 USB 3.1 de génération 2 de type C. On récupère également deux autres ports USB de génération 3. On a également droit au classique jack audio micro casque, un petit bouton power avec cette forme caractéristique du logo Cooler Master qui est RGB, un petit bouton reset qui permet donc de redémarrer ça sur son PC si vous avez un plantage, petite LED d'activité au niveau des unités de stockage. Je vous parlais donc d'un boîtier avec un rétroéclairage extérieur. On a le droit à un panneau de commande sur le haut avec plusieurs possibilités. Donc on va pouvoir choisir plusieurs coloris. Donc ici je suis en rouge, je vais peut-être vous montrer, ça va être plus simple. Donc ici je vais passer en vert par exemple. Je vais pouvoir choisir du bleu, je vais pouvoir choisir, donc ça c'est une couleur assez caractéristique de chez Cooler Master. On va pouvoir choisir, par exemple ici on est sur du jaune, et ainsi de suite. On a également la possibilité de opter pour certains effets qui sont proposés en natif avec le boîtier, et ce panneau de commande permet également, alors ça c'est une petite astuce, on va le regarder quand on regardera au niveau de l'architecture, vous voyez, donc ici je suis sur un rendu plutôt RGB sur la totalité du boîtier, et donc ici j'ai également la possibilité de choisir le mode MB, c'est-à-dire qu'en clair on peut relier le panneau de contrôle directement à une carte mère, prenant en charge donc cette technologie
RGB pour pouvoir synchroniser donc le rétroéclairage du boîtier à celui de la carte mère. Ensuite, du côté gauche, on va retrouver un même panneau de contrôle, par contre, il va s'occuper du refroidissement. Ici, on a le droit à 3 modes. Donc ici, on va se retrouver avec une gestion de la ventilation proposant du 50, 75 ou 100% de la vitesse maximale de la ventilation. Et on va également récupérer un mode dit MB, transférer la gestion PWM de la ventilation à la carte mère. Donc on peut le voir au niveau rien que de la connectique avant, on a un boîtier plutôt évolué. Cooler Master a eu la très bonne idée de proposer ces deux panneaux latéraux avec un système de charnière. Alors d'un côté ça permet d'offrir une ouverture de type porte et secondo ça permet également de simplifier le démontage puisqu'il suffit simplement de le tirer légèrement vers le haut pour les désolariser du châssis. Alors je vais vous montrer, là il suffit juste donc à l'arrière d'enlever un petit cache, voilà comme ceci. Je vais prendre, donc là il s'agit du panneau en verre trempé, je vais simplement le tirer doucement vers le haut, voilà comme ceci, et ça va me permettre donc de l'enlever et de pouvoir avoir de l'espace pour pouvoir travailler. Par contre donc faites attention, c'est du verre trempé. En plus avec un petit liseré noir, ça c'est pour pouvoir permettre, c'est pour pouvoir cacher tout le système de visserie et d'améliorer donc le rendu. Vous remarquerez également tout de suite qu'on a donc une architecture compartimentée avec un espace principal dédié à la carte mère et à ses cartes filles et une seconde chambre, ici séparée par un cache en métal qui est amovible et qu'il faudra forcément démonter dès que on va commencer à attaquer à monter la configuration. Je vais en parler dans 30 petites secondes. Donc ici au niveau de l'espace principal, je vous le disais tout à l'heure, prise en charge des formats ATX, micro ATX, mini ITX ou encore ATX. On a également de l'espace pour installer du lourd. Au niveau de la hauteur du ventirad, on est sur du 198 mm. Au niveau de la carte graphique, on a plusieurs manières de fonctionner. Alors soit on peut l'installer directement dans le port PCI Express 3.0 X16 d'une carte mère, donc on va avoir une carte graphique positionnée donc à l'horizontale, ou alors on va pouvoir utiliser un petit système qui est livré en standard, qui en plus est inclinable, où là on va pouvoir positionner donc la carte graphique directement à la verticale. Donc ici je l'ai mis de manière légèrement inclinée, puisque le système permet une inclinaison, et on verra juste en fin de présentation qu'il y a de toute façon une incidence au niveau du refroidissement de la carte graphique, sachant que le fait de l'incliner permet de bénéficier un peu plus du flux d'air généré par l'avant. Ici en plus, donc cette position réclame un petit câble qui souvent n'est pas livré avec un boîtier, tandis que la Cooler Master le propose, ce fameux câble riser que vous avez directement au niveau du bundle. Au niveau stockage, cette fois-ci, donc le boîtier accepte des unités en 3,5 pouces. On a plusieurs tiroirs dédiés donc à ce format-là. On en a 4 exactement, plus un cinquième au niveau d'une bundle. On peut également installer des SSD. Vous avez plusieurs supports ici disponibles et même un qui est sur le bas. Donc ici, 3 SSD, 4 disques durs et on verra qu'à l'arrière, on peut également installer un cinquième SSD avec un support dédié directement au niveau du plateau à carte mère. Au niveau du montage, ça réclame un peu de temps puisqu'ici, on a une architecture dite hautement modulaire. Je vais juste faire donc une petite remarque par rapport à l'espace disponible pour la carte graphique. Là c'est pareil, on peut installer un monstre. Donc ici de base, sans rien modifier, on a le droit à 320 mm et si on enlève les deux supports pour des disques durs, on peut bénéficier d'un maximum de 490 mm. Et je vous parlais donc d'une modularité au niveau de l'architecture. C'est un des plus mis en avant par Cooler Master puisque le plateau à carte mère que vous avez ici donc est fixé au châssis. Et on peut en fin de compte tout dévisser afin de pouvoir lui faire subir une rotation, donc soit à 90 degrés, soit à 180 degrés. Cette modularité offerte par Cooler Master a un petit revers de la médaille, c'est que pour installer une configuration, il va falloir user du tournevis. La première chose à faire, ça va être de démonter le cache ici. Ici, ça va libérer l'espace pour le bloc d'alimentation, mais également l'accès aux autres paniers. On pourra également à partir de là installer la carte graphique, la mettre sur son support, installer le câble riser, et le démontage de ce cache permet aussi d'accéder à certains trous pour fixer la carte mère. Donc ici un petit peu de temps, mais comme vous pouvez le constater, le rendu est plutôt pas mal, et surtout qu'à l'arrière du plateau à carte mère, on a également un câble management très évolué, on va regarder ça. On va peut-être parler maintenant du refroidissement. Le boîtier est livré en standard avec un total de 4 ventilateurs de 140 mm. Ici la vitesse maximale est calibrée à 1200 RPM, on a 3 unités à l'avant qui vont apporter de l'air frais et on a une unité à l'arrière qui va extraire l'air chaud. Bien sûr ce système est évolutif puisqu'on va pouvoir passer sur 320 ou 340 sur le haut ou encore installer du 120 ou du 140 sur le bas, 2 unités.
Au niveau du water cooling, ici c'est pareil, il y a pas mal de petites possibilités. On va pouvoir installer jusqu'à du 480 aussi bien au niveau de l'avant qu'au niveau du haut du boîtier, ou encore installer du 240 mm sur le bas. Le câble management est assez bien pensé, ça se situe donc à l'arrière du plateau à carte mère. On remarque tout de suite donc les deux supports dédiés que je vous parlais tout à l'heure pour du format 2,5 pouces. J'ai installé ici un SSD. Par contre, le premier ici est utilisé par une petite carte électronique. Alors, elle rassemble les différentes fonctionnalités étendues du boîtier qu'on a vu tout à l'heure au niveau de la connectique avant. Je parle bien sûr du Rhéobus avec ses différents profils, mais également du rétroéclairage personnalisable en effet et en couleur. Cette petite carte électronique est également alimentée et réclame un petit Molex à tirer directement de son bloc d'alimentation. Le deuxième support donc accueille, ici j'ai installé un SSD, deux petites vis à main et on a ici deux petites vis cruciformes et une petite vis à main qui maintient la platine sur le plateau à carte mère. Le câble management est assez bien pensé, je le disais, on a ici des attaches câbles à des endroits stratégiques, on a également ici une finition avec du caoutchouc, c'est très bien fini et surtout donc une partie, alors je vais vous montrer, ça se situe ici où la Cooler Master va proposer un système de gorge pour pouvoir organiser l'ensemble et surtout limiter l'épaisseur pour pouvoir avoir aucune difficulté au niveau du panneau latéral. Donc ça se situe comme ceci. Alors, parce qu'il faut quand même souligner qu'on a énormément de faisceaux à connecter. Il y a toute la connectique, les ports USB 3.1, l'USB 3.1 Gen 2, on a le Rhéobus, enfin bon, voilà. Vous voyez, il y a beaucoup de câblage. Et donc du coup, on a un petit système de gorge avec un système de scratch pour bien tout plaquer. Et ça permet vraiment de simplifier le montage, parce que ici, j'ai pas passé énormément de temps et on arrive plutôt à un système convaincant. Alors, du côté des performances, on va donc avoir 4 ventilateurs, on les a vus, c'est des 140 mm, un Rhéobus, plusieurs profils. Au niveau de la ventilation, elle fait son travail, par contre, on ne va pas avoir ici de record en termes de performance. Avec notre configuration, donc à plein régime, processeur, carte graphique, disque dur, SSD, tout ceci à fond la caisse pendant plus de 15 minutes. Une ventilation au maximum, on arrive à stabiliser la température processeur à 70 degrés, la carte graphique à 93 degrés, la carte mère à 39, la mémoire à 40 et on retrouve une température ambiante à l'intérieur du boîtier aux alentours de 30 degrés, ce qui est plutôt pas mal. Si on part cette fois-ci du côté silence de fonctionnement, alors là, à mon avis, je pense que c'est un choix de Cooler Master, c'est un point positif de ce boîtier-là. Le constructeur a choisi de limiter la vitesse de ses ventilateurs, on les a vus, 1200 RPM, et donc du coup on a une ventilation qui se veut assez agréable et peu audible, même à plein régime. Ici, selon son niveau, on a un sonomètre qui fluctue entre 35 et 40,6 dB, ce qui est plutôt pas mal. Et si on rajoute donc à cette ventilation à plein potentiel notre configuration de référence avec ses différentes parties mécaniques en burn, ici on monte jusqu'à du 42,4 dBA, ce qui est également plutôt positif par rapport à d'autres tests boîtiers sur le haut de gamme. On a une architecture qui est capable d'étouffer assez bien le bruit. Donc bon point par rapport à ce niveau-là. Je vais peut-être vous montrer, puisque là au niveau de la ventilation je suis au minimum, on va passer au maximum. Voilà, et je vais me taire 2 petites secondes. Voilà, donc la ventilation n'est quand même pas excessivement bruyante. Si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas, petit pouce en l'air, ça fait vraiment très plaisir. Partagez, moi je vous donne rendez-vous très prochainement au niveau de la chaîne pour de nouvelles vidéos. On va s'attaquer à différentes cartes graphiques car je crois que Nvidia a sorti quelques nouveautés qui se nomment des GeForce RTX. On en parle très prochainement. Pour le test, ça va être normalement publié en même temps que cette vidéo sur le site où là on va s'attaquer un peu plus en détail aux possibilités de cette nouveauté Cooler Master. Allez, à très bientôt.